Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mercredi et je démarre ce carnet de bord un peu tard, j'en suis désolée. C'est donc dans ma tenue de lumière, bouquinade et citronnade que je démarre ce carnet de bord avec vous. Je viens juste vous présenter ma nouvelle lecture que j'ai commencée hier soir en lecture commune avec Angélique, Madame Chachali. Et j'ai commencé donc Frida de Annabelle Abs aux éditions Pocket, une très jolie édition Pocket que j'avais reçue d'ailleurs de la maison d'édition, donc c'est un cadeau, merci à eux. Je l'ai reçue je crois l'été dernier, ou il y a un certain temps en tout cas, et du coup c'est Angie qui voulait qu'on fasse une lecture en commune toutes les deux, ce que je trouvais assez bien parce qu'on n'en avait pas fait quasiment de l'année. Et elle m'a fait choisir parmi des livres de sa pile à lire, et il n'y en avait pas beaucoup finalement qu'on avait en commun, sauf celui-là et d'autres, mais c'est celui-ci qu'on a retenu. Et donc on commence Frida d'Annabelle Abs. Alors je vous dis commence parce que moi je me suis arrêtée page 45 hier soir. Comment vous dire que j'étais un peu claquée. D'ailleurs j'ai mon gang avec moi puisque j'ai un marque-page Marie-Antoinette offert par Floen Books, par Florence. Voilà. Et voilà, donc ça se passe... Alors, de quoi ça parle? Elle s'appelle Frida von Richthofen. Cette jeune baronne allemande vit à Nottingham, mariée à un professeur austère et pudibond. Jusqu'à ce jour de 1912 où elle commet l'irréparable, elle quitte son mari et ses 3 enfants pour vivre sa passion avec son amant à Munich. Dans cette ville bruissante d'avant-garde, la liberté des mœurs l'invite enfin au plaisir dans les bras d'un disciple de Freud. Cette relation va donner naissance à l'un des plus grands scandales de son temps, et quelques années plus tard, sa relation avec D.H. Lawrence inspirera le très sulfureux roman L'amant de Lady Chatterley. Passée d'épouse et mère à maîtresse et muse, la scandaleuse paiera cependant chèrement le prix de la liberté. Alors, je crois que j'ai d'ailleurs L'amant de Lady Chatterley juste ici. Je pense pas que vous le voyez. Alors, est-ce que si je défais la colonne, tout me tombe sur la tête? Peut-être que si je fais comme ça. Ouais. Ouf. Alors, les liaisons dangereuses, on les range avec Emma de Jane Austen. Voilà. Et du coup, je l'ai en plus en folio classique. Ah non, en livre de poche classique. D.H. Lawrence, L'amant de Lady Chatterley. Alors là, vous ne voyez plus très droite. Le livre de poche. Et alors ça aurait été inspiré de l'histoire de Frida. Donc ça veut dire que l'histoire de Frida est peut-être réelle. Annabelle Abs brosse un saisissant portrait de femme, une lecture passionnée, sensuelle et instructive. Instructive, donc ça veut dire que c'est vraiment... faudrait lire en fait les notes de l'auteur. Ah oui, c'est ça. Elle écrit derrière à la note de l'autrice comme beaucoup, je connaissais Frida comme la femme ayant quitté ses enfants pour s'enfuir avec Lawrence. Et pourtant, au fur et à mesure que je me suis immergée dans les premières années de leur couple, j'ai découvert que c'était faux. Le mythe de leur fugue est attrayant, mais la vérité, telle que je l'ai interprétée, en est tout autre. Ce roman est l'histoire de Frida en tant que mère. Ouais, et ben écoutez, on verra ça. En tout cas, ça serait rigolo de lire ça par derrière, tiens. Je crois que j'ai pas le temps dans mon planning de lecture, mais après avoir lu ça, lire ça, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est ma nouvelle lecture, on est mercredi, j'aimerais le finir. Je viens de le commencer et je vous parle déjà de le finir. Mais j'aimerais vraiment le finir. Il fait 487 pages. Alors, j'en ai pas encore fini. J'aimerais le finir d'ici lundi ou mardi parce que je démarre une autre lecture commune d'ici là. Donc ça serait bien que je le termine avant. Voilà, mais je vous en reparlerai très bientôt. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et je suis assise par terre
avec le chien. Il dort, je vais pas le réveiller. Tout simplement parce que en fait j'ai mon ordi de branché et qu'il y a plein de trucs sur mon et que je suis assise par terre. Bref, je suis en train de bosser par terre mais ça marche quand même. Et j'allais me lever pour me faire un matcha ou un café, je sais pas trop. Et vous parler rapidement de ma lecture que j'ai commencé, donc Frida de Annabelle Abbs, elle est juste devant moi. Et franchement, c'est pas dingue. Je ne sais pas comment vous tenir. En fait, c'est pas que c'est pas dingue, mais en fait, dans cette histoire, on va suivre donc une jeune femme qui est mariée donc Frida, qui est mariée à un Britannique, Ernest, qui est professeur de lettres et qui a l'air franchement barbant, peut-être un peu vieux aussi, on sait pas trop. Elle a 3 enfants et en fait, jusqu'à preuve du contraire, sa vie, même si elle est simple, elle est plutôt agréable. Et puis arrive un jour sa sœur qui débarque chez elle, et sa sœur, elle est très... comment dire, elle est très prout-prout quoi, elle peut pas s'asseoir sur les sièges parce que elle a peur que ça soit sale, elle peut pas toucher les enfants parce que les enfants c'est sale, enfin elle est très princesse, très précieuse, etc. Et en fait elle vient comme une piqûre de rappel à rappeler à Frida que à la base elle et ses sœurs, donc elles sont 3 filles, viennent d'une famille bourgeoise allemande et qu'elle s'est mariée clairement en dessous de son rang. Et que si elle décidait de revenir à Munich, eh bien elle aurait une autre vie, une vie bien plus fun, et surtout elle aurait une vie sexuelle bien plus épanouie, puisque manifestement sa sœur pense que la clé de la vie c'est le sexe. Jusque là pourquoi pas, jusqu'à ce que Frida du coup décide de partir à Munich, notamment avec un de ses fils, son plus grand garçon qui a je crois une dizaine d'années. Et à ce moment-là, ils partent. Et en fait j'en suis là et j'ai bien l'impression qu'en fait toutes les idées de Frida que Frida a en tête c'est s'amuser mais de manière sexuelle. Et en fait j'ai l'impression que l'autrice elle est en train de prendre ce virage là. Alors je sais que ça parle d'amant, je sais que comme je vous le disais hier effectivement c'est un lien avec Lady Chatterley qui doit être par là d'ailleurs. À tâtons. Yes. Ça parle de sa relation avec D.H. Lawrence qui a inspiré donc l'amant de Lady Chatterley. Donc tout ça je sais qu'il y a un rapport sexuel, etc. Mais en fait, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Je sais pas si c'est la façon dont c'est abordé, je sais pas de la façon dont c'est amené. Enfin, il y a un truc qui me gêne et du coup je trouve pas ça dingue. J'ai lu que 70 pages, hein, donc les 400 pages vont être longues. Bref, donc du coup je vous en reparlerai plus profondément quand j'aurai un petit peu avancé. Je sais que Angie qui le lit avec moi est un peu dans le même ressenti. Donc à voir, voilà. J'ai mal au bras, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure pour prendre un petit matcha. Faire un matcha latte. Alors moi je le bois chaud, je sais que Eva de Pose-toi Eva lire sur Instagram le boit froid, le boit glacé. Je crois que Florence elle alterne, mais moi je le bois toujours chaud. En fait c'est mon petit moment réconfort comme un thé et j'aime vraiment beaucoup ça. Du coup ici là je viens de me faire le tout dernier Anatae que j'ai reçu, donc le Anatae cérémonie. C'est vraiment le meilleur je trouve depuis très longtemps parce que enfin ça fait très longtemps que j'avais pas trouvé un aussi bon, pardon. Parce qu'en fait il a aucune amertume, c'est vraiment, je pense que c'est le choix cérémonie, je suis pas sûre que tous les autres soient pareils, mais vraiment là j'ai trouvé celui qui me convenait parfaitement et je suis très contente d'avoir repris du coup le matcha. Alors pour celles qui me demandent, parce que c'est vrai que j'avais sous-entendu que ça donnait de l'énergie et c'est vrai, moi je trouve que par rapport au café, j'aime le café aussi mais en fait le café ce qui se passe c'est que quand t'en prends,
t'as un pic d'énergie, donc c'est super, tu vois, bon, pas toujours au bon moment. T'as un pic d'énergie et après en fait tu craches, enfin je sais pas comment dire, mais juste après, pas juste après, mais quelques heures après en fait, quand t'as la redescente du café qui ne fait plus du tout effet, à moins d'en reprendre un, et ben en fait t'as un espèce de down et t'es claqué. Enfin moi en tout cas ça me le fait comme ça, alors qu'avec le matcha, je trouve que ça te donne une énergie qui est assez finalement constante. Tu vois, alors ça te t'énergise, c'est pas un pic en mode tachycardie et tout, genre on va tout démonter. C'est une espèce de pic d'énergie où tu te sens revitalisé, mais ça dure, et ça dure, c'est slow quoi, enfin c'est doux. Alors que le café ça me fait ça. Alors je sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'aime bien cette sensation là. C'est vrai que j'ai tendance à faire des cafés par facilité parce que machine, capsule, café, fini. Que là, bon voilà, il faut que je fasse bouillir de l'eau, après il faut que je fasse ma mousse de lait, après je nettoie tout de suite mes appareils, enfin donc voilà. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps, c'est un peu moins spontané, mais franchement, après je regrette pas parce que j'adore. Et du coup, bah, encore plus, moi c'est en des quantités encore plus grandes que dans le café, donc forcément je m'hydrate un peu plus. Il y a plein de minéraux et tout, donc voilà, je suis très contente, c'est un super aliment. Et moi j'aime le goût, voilà, c'est pas le cas de tout le monde, je sais que le goût est particulier, c'est un goût un peu terreux, un peu vert en fait, comme sa couleur. C'est le goût de la couleur, franchement, voilà, ça n'a pas un goût de thé. Enfin moi je trouve que c'est pas trop un goût de thé, c'est un goût un peu terreux, un peu de montagne en fait. Très bizarre la fille. Non, je n'ai rien fumé, hein, je vous jure, je ne fume pas le matcha, je ne fais que le boire. Mais je sais pas comment vous exprimer, en fait c'est très particulier. En tout cas, je vous invite à essayer, si vous voulez essayer le matcha, à aller dans un café ou dans un Starbucks ou un truc comme ça pour essayer la première fois, savoir si le goût pourrait éventuellement vous tenter. Ensuite, ne vous basez pas vraiment sur l'amertume ou quoi que ce soit parce que ça c'est très variable selon les cafés et les endroits où vous allez en boire. Et après, eh ben, écoutez, si vous voulez tester le matcha cérémonie de Anatae, eh ben, vous avez mon code PUCELECTRICE10 et le lien dans ma barre d'infos. Et pour être tout à fait transparente avec cette remise, j'ai aussi un lien d'affiliation. Donc voilà, c'est une collaboration commerciale avec Anatae pour mon plus grand plaisir. Mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je retourne bosser. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi et c'est la fin de journée. Fin de semaine, voilà, c'est un long week-end qui nous attend puisque c'est le week-end du 15 août. Nous faisons le pont et j'ai aussi pris des congés, enfin... On m'a mis en congé forcé toute la semaine prochaine, donc je ne devrais pas travailler. Enfin, sur le principe, me connaissant, néanmoins, je vais vraiment essayer de me reposer et de me focaliser sur moi, mon repos et mon mariage qui arrive dans un mois. Du coup, j'ai encore plein de trucs à voir, à finir et tout. Donc, forcément, il faut que je priorise un petit peu les choses. Voilà. Bref, donc du coup, c'est la fin de journée. Donc là, voilà, c'est fini. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire. Enfin, plein de trucs. Oui et non, parce qu'en fait, donc vous savez que j'avais commencé... J'aime bien, je parle déjà au passé. J'avais commencé Frida de Annabelle Habs aux éditions Pocket. J'ai donc lu jusqu'à la page 160. Et ben c'est un abandon. Voilà, je ne vais pas passer par quatre chemins. En fait, dans cette histoire, on va donc suivre Frida qui est une mère qui est mariée à Ernest, qui a 3 enfants, qui est une femme aimante, voilà. Elle retourne à Munich, dans sa ville natale, retrouver ses sœurs. On est en 1912 et en fait c'est là qu'elle va découvrir tout un monde qu'elle ignorait, à savoir le monde des artistes, de la sexualité libérée, de ces cafés où on parle de philosophie, d'art, de littérature et tout le monde couche avec tout le monde. Enfin voilà, c'est une époque très libre, hein, très libérée manifestement. Elle découvre ce monde-là et elle devient obsédée en fait par ce monde-là. Du coup, bah forcément, sa vie de famille part un petit peu en éclats. Et j'irai pas plus loin parce qu'en fait, ça prend une tournure qui, moi, m'intéresse pas vraiment. Alors c'est dommage parce que le fond de l'histoire avait l'air intéressant au niveau littéraire. Je trouvais que c'était intéressant. Je sais qu'elle va finir par rencontrer D.H. Lawrence.
Mais voilà quoi, moi quand tout le monde couche avec tout le monde, qu'on fume, on boit, on baise, dans tout le livre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de romance derrière quoi. C'est pas que j'aime pas la sexualité dans les romans, c'est juste que là ça n'apporte rien. Enfin, en plus ce personnage est très agaçant de Frida, moi je m'y attache pas du tout, je la trouve très agaçante. Je suis désolée pour les bruits d'avion. En fait je commençais à lire en diagonale, je commençais à prendre mon téléphone plutôt qu'à prendre mon livre. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Enfin c'est pas que je pense, c'est que je me suis arrêtée là et que j'ai commencé autre chose. Donc c'est pour vous dire comme quoi je suis vraiment passée à côté. Je pense que Annabelle Abbs a une bonne écriture. En fait ce que je reproche juste c'est que ce livre me correspond pas. Voilà. Alors je sais que j'avais lu des éloges en fait sur ce roman, donc c'est pour ça que je suis un petit peu surprise parce que j'avais lu quasiment que du bien. Je sais que je l'ai commencé à lire avec Angie, Madame Chachali, qu'elle l'a terminé hier. Là malheureusement elle est dans un endroit qui capte pas, donc on ne peut pas trop échanger dessus. mais je sais que voilà, ça n'a pas été un coup de cœur de folie non plus pour elle. Je crois qu'elle a eu un avis plutôt mitigé. Elle m'a sous-entendu que le côté historique était intéressant et qu'il fallait pas trop que je lâche, mais en fait je me force là et ça sert à rien. J'ai plus de 600 livres dans ma palle qui m'attendent, je vais pas forcer. Donc je m'arrête ici, c'est un abandon pour Frida. Voilà, donc je vais récupérer le beau marque-page versaillais que m'avait offert Florence et je laisse Frida retourner à la bibliothèque. Du coup, je vous ai dit que j'avais commencé autre chose entre midi et 2. Oui, effectivement, en fait, j'avais vraiment envie de faire une pause parce que j'avais un problème au travail. Et du coup, je me suis dit, Frida, je l'ai refermé, ça m'a gavé, entre guillemets. Je me suis dit, il faut pas que je parte au travail comme ça, en mode saoulée. Il faut que je me sois détendue. Donc, je vais commencer un autre livre. Et j'ai pioché un peu dans ma palle au hasard. Et j'ai pris le passeur de livres de Carsten N, que j'ai ici en édition XO. Je l'avais acheté d'occasion chez Gibert, je crois au début de l'année ou l'année dernière, je ne m'en rappelle plus. C'est un petit livre, alors là j'ai lu 22 pages. C'est un tout petit livre qui fait 265 pages. Alors, c'est pas un tout petit livre comme ça, mais en fait oui, parce que c'est écrit vraiment très gros dedans. Je sais pas pourquoi cette édition XO elle est en semi-broché avec des écritures très très larges. Donc voilà, j'attends que l'avion passe. Je savais plus trop de quoi ça parlait cette histoire, mais en fait voilà, on va suivre un vieux monsieur, un vieux libraire. Du coup je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Chaque soir après le travail, malgré ses 70 ans, Karl se promène dans les rues pittoresques de la ville pour porter en main propre les livres qu'ont commandés ses clients les plus fidèles. Ces lecteurs voraces, souvent farfelus et baroques, ont tous leurs secrets et leurs blessures. Ils sont devenus presque des amis et le libraire dévoué est tout ce qui les relie au monde. Lorsqu'un coup du sort s'abat sur Karl, c'est une petite fille de 9 ans, Sacha, espiègle et effrontée, qui leur donne du courage de s'ouvrir les uns aux autres et de renouer enfin avec le bonheur. Un hymne à l'amitié, le roman des livres qui rend heureux. Donc en fait, au début, donc on rencontre ce fameux Karl, enfin là j'ai lu que 22 pages, hein, donc c'est vraiment le tout début. On rencontre ce fameux Karl, on est dans une librairie et ce monsieur est à la retraite, c'est l'ancien libraire de la librairie. Et il vient, il a ses petites habitudes et il va chercher dans le bureau en fait, la réserve comme on pourrait dire, une caisse où il y a les livres commandés par les habitants. Et en fait, il prend un soin tout particulier à emballer ses livres, à les mettre dans son sac et à partir dans la ville pour les donner à ses habitants qui les ont commandés. Sur sa route, il va rencontrer des personnes qui ont fréquenté la librairie, qui la fréquentent peut-être encore, et chaque personnage est décrit avec leur goût livresque. Et du coup, c'est vraiment très très mignon, c'est tout doux. C'est un livre allemand, c'est traduit de l'allemand. Du coup c'est tout mignon, ce monsieur Karl est très très mignon, très attachant, donc en quelques pages je me suis déjà attachée, donc voilà, c'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. C'était exactement ce que j'avais besoin entre midi et 2 pour passer outre mes contrariétés et repartir travailler avec légèreté. Voilà, donc je vais lire ça encore aujourd'hui et peut-être demain. J'ai pris avec ça un marque-page de chez Adelcha avec plein de livres, c'est des classiques je crois. Ah non, c'est des poèmes. Voilà, ce sont les poèmes. J'aime beaucoup le code couleur qui me faisait penser aussi à la couverture du livre.
comme je suis entre ombre et soleil, je sais pas si vous voyez grand chose. Mais du coup, voilà, une pile de livres pour un roman qui parle de livres. Voilà, je trouvais que c'était très mignon. Je ne suis pas assez renseignée pour vous dire s'il est disponible en poche. Je vais regarder sur internet et je vous le dirai un peu plus tard dans ce carnet de bord pour voir si vous pouvez le trouver. Parce qu'il n'est pas du tout nouveau, hein. Je vous le dis, je crois qu'il est sorti dans les années 2000. Ah non, il est sorti en 2022. Ah, je savais même pas. Je pensais que c'était un vieux truc. Donc non, il est sorti en 2020 en Allemagne et en édition XO en 2022. Donc peut-être qu'il est à peine sorti en poche, ou peut-être pas encore, ou peut-être qu'il ne sortira pas. Mais en tout cas, celui-ci, je l'avais trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph. Voilà, donc c'est ma nouvelle lecture. Mais c'est pas tout, c'est que ce soir, enfin cette nuit, je pars encore en vadrouille. Je passe le week-end en Andorre. Voilà, je passe le week-end en Andorre avec mon conjoint et mon beau-frère. Du coup, j'emporte avec moi ce livre peut-être, je sais pas encore, je vais voir. Et avec Florence, on est censé commencer demain ou après-demain une nouvelle lecture qui est Les affinités sélectives de J. Courtney Sullivan, qu'on avait reçu toutes les deux de la part de Pocket, qui a fait partie de la sélection des Grands Prix des lecteurs 2023. C'est un beau bébé, mais qui me tentait bien. C'est une histoire d'amitié. Et en fait, avec Flo, toutes les deux, quand on l'a reçu, on s'est dit « Ah, ça a l'air trop bien, il faut qu'on le lise ». Il était initialement sorti chez Les Escales. Et en fait, du coup, Florence l'avait et elle me l'a passé en livre numérique. Donc là, vous voyez la couverture des Escales. C'est un pot de fleurs, je crois. Je comprends pas trop l'image. Je crois que c'est un pot de fleurs avec peut-être des dahlias. Donc voilà, donc je l'ai sur liseuse, c'est pour ça que je vous le dis, c'est que je vais prendre ma liseuse avec moi. Merci Florence. Et voilà, il vient tout juste de paraître chez Pocket au début de l'été. C'est un beau bébé de 640 pages, voilà quand même. Et donc je vais vous lire le résumé. De sa vie survoltée à Brooklyn, Elisabeth regrette à peu près tout. Pourquoi être venue s'installer dans cette petite ville ringarde? Journaliste à succès, elle manque d'inspiration. Jeune maman de sommeil, la dépression la guette. Jusqu'à l'arrivée de Sam, l'étudiante endettée qu'elle embauche comme babysitter. Tout les sépare. L'âge, l'argent, le milieu social, il manquait de prononciation ce mot. Mais de confidence en confidence, les deux femmes se lient d'amitié, convoitant chez l'autre la possibilité d'une vie différente. Est-ce cela qu'on appelle l'amitié? À quoi sinon aux circonstances tiennent les affinités sélectives? Voilà, il y a écrit quand même Irrésistible par Elle Magazine et un roman percutant où l'on pénètre derrière les portes fermées du rêve américain par Psychologie Magazine. Je suis très intriguée par cette relation, cette amitié. Moi, aujourd'hui, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je suis pas encore dans la vie de maman, enfin j'ai pas encore cette vie-là, voilà, je sais pas comment dire, un manque de sommeil. Alors je manque de sommeil, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Enfin, j'ai pas cette vie de maman, mais d'un côté j'ai cette vie professionnelle assez intense qui me pèse aussi parfois, hein, par moment. Et à côté, je suis quand même assez jeune et je suis pas très loin encore des soirées babysitting, donc du coup je suis très curieuse en fait de savoir quel personnage auquel je vais m'identifier le plus, et surtout de découvrir leur caractère et etc. J'aime beaucoup le travail éditorial qu'ils ont fait chez Pocket, bien mieux d'ailleurs que chez Les Escales. Désolée Les Escales, mais votre couverture avec le pot de fleurs, je suis pas sûre que ça m'aurait attiré dans une librairie, alors que celui-ci avec cette couverture en noir et blanc, ce tag coloré là, très summer vibes, j'aime beaucoup. Voilà, donc je prends avec moi ces deux-là. Je sais pas si je vais beaucoup lire en Andorre. J'y vais principalement pour des raisons professionnelles. Mais voilà. Mais je vous raconterai ça plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, je ne sais pas. Je vais aller à la boîte aux lettres parce que là, il est 17 h et je n'ai pas encore été à la boîte aux lettres. Ensuite, je vais me faire un petit matcha ou un petit truc à boire et je vais m'installer là où je suis, donc je ne vais pas bouger, et prendre mon livre Le Passeur. Voilà, il faut aussi que je fasse mon sac. Mon sac de voyage, en l'occurrence, qui n'est pas fait. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à plus.
passage. Karl comprenait les gens qui collectionnaient les livres comme d'autres collectionnaient les timbres, qui aimaient caresser leur dos du regard à l'idée qu'entre les pages vivaient des personnages auxquels ils se sentaient liés par une communauté d'âmes, ou un destin qu'ils auraient aimé partager. Ces gens rassemblaient leurs livres autour d'eux comme s'il s'agissait de colocataires devenus de proches amis. Je trouve ça génial, je vous lis pas la suite parce que c'est sûrement spoilant, mais j'aime beaucoup ce Karl et l'attachement qu'il a au livre, donc voilà, je continue ma lecture. Aujourd'hui on est dimanche et je suis actuellement en Andorre pour le week-end. Du coup j'ai très peu lu avant de partir, j'ai bien avancé L'homme qui
Le passeur de livres, pardon, pas l'homme qui met les livres. Le passeur de livres, j'ai presque terminé d'ailleurs avant de partir. J'ai pris avec moi ma liseuse et les affinités sélectives que j'ai commencé de lire avec Flow & Books. Malheureusement, j'ai quasiment pas lu de la soirée parce qu'en fait on s'est couché assez tard et j'étais très fatiguée, donc j'ai quasiment pas lu. Et là je repars en excursion pour profiter de mon week-end à Andorre. Voilà, que vous dire d'autre, il fait très beau. Et je vais essayer de vous filmer quelques images sur place, quelques paysages, parce que c'est très joli ici. Et on mange très bien, les gens sont très gentils, on est très bien accueillis. Je me sens très bien ici, donc je profite de mon week-end et je vous raconterai tout ça quand je reviens demain chez moi. Hello, aujourd'hui on est jeudi et ça fait longtemps que je suis pas venue vous parler. Je pense que je vous les ai laissés dimanche quand j'étais en Andorre. Effectivement on a passé le week-end en Andorre, c'était un peu imprévu mais hyper intéressant. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir un peu de nature, de me ressourcer, de me reposer, de découvrir autre chose. Donc c'était vraiment chouette. Je suis allée avec mon conjoint et mon beau-frère et Patek. Du coup c'était hyper bien. Du coup on est rentré lundi, on a fait le pont et je ne travaille pas cette semaine. J'en profite pour avancer énormément sur mon mariage parce que c'est la dernière ligne droite. C'est dans moins d'un mois, donc forcément j'ai plein de choses à voir avec les prestataires, avec enfin plein de choses, les derniers détails, etc. Donc je suis quand même pas... je suis en vacances mais je suis pas mal occupée. J'en profite aussi pour lire, pour me reposer, pour voilà, pour dormir, etc. J'ai en fait j'ai prévenu personne que j'étais en vacances, comme ça en fait j'ai une très bonne excuse pour rester chez moi et m'occuper de moi. J'en avais grandement besoin. Voilà, donc ce n'est d'autre que 4-5 jours, mais ça va me faire du bien. Je reprends le travail lundi et voilà. Alors du coup, j'ai pas beaucoup filmé parce que du coup j'en ai profité pour faire autre chose, comme vous l'avez compris, me reposer surtout. Mais j'ai quand même plein de choses à vous dire puisque... autant dimanche on était en Andorre, autant lundi j'ai pas beaucoup lu, on avait des trucs à faire aussi pour le mariage, on a été faire plein d'achats, des trucs comme ça, les dragées, les machins, les trucs. Et mardi étant le 15 août, c'était férié, on est allé à Monaco voir l'exposition de Monet. C'est donc une expo qui est au Grimaldi Forum à Monaco jusqu'au 8 septembre de mémoire. J'ai l'affiche là donc... Donc c'est Monet en pleine lumière. C'était très intéressant, donc il y avait 8 salles, donc comme ça, avec un plan. Donc c'était vraiment pas mal fait et on pouvait prendre les audioguides, etc. Nous on l'a pas fait, on a préféré profiter comme ça. Donc je ne sais pas ce que ça vaut au niveau de l'audio guide, mais par contre l'expo était très belle, on avait passé au moins 1h30 dedans. Les animations sont très jolies, c'est très bien fait, il y a une partie... comment dire, il y a une partie un peu court métrage, il y a une partie audio, il y a une partie... Enfin voilà, c'est vraiment mise en scène et en fait on va avoir ici des œuvres de Monet notamment sur toute la partie qu'il a vécue sur la Côte d'Azur. Là notamment on voit en fait Bordighera, qui est donc une ville frontalière italienne. Et voilà, il avait un grand amour pour la Côte d'Azur. Il y a aussi toute une partie sur son jardin de Giverny avec les nymphéas. Donc j'ai ici d'ailleurs. et donc c'était vraiment une très bonne expo. Bref, je suis évidemment pas partie les mains vides, vous vous en doutez. J'ai acheté deux petites choses. Alors en fait, je ne savais pas que Clémenceau avait été un grand ami de Monet. Du coup j'ai pris son récit ici, donc c'est l'histoire de Monet racontée par son ami Georges Clémenceau. C'est un roman, c'est un texte inédit. C'est publié chez Omnia, voilà. Il y a une préface de Dominique Dupuy-Labbé et voilà. En fait c'est un espèce de témoignage, c'est la vie de son ami racontée par Clémenceau, pardon, un petit bug. Et là on les voit tous les deux sur le pont, le pont japonais, là, le pont, je sais pas comment il l'appelle, le pont japonais je crois. Voilà, pont japonais, à Giverny.
Donc je pense que c'est un texte, alors c'est un petit livre, hein, il fait 160 pages, c'est écrit gros, c'est vraiment un texte qui se lit d'une traite d'un ami à un autre en fait. Voilà, donc j'ai pris ce petit ouvrage là et j'ai pris ça, c'est complètement gadget mais j'adore. J'ai pris donc c'est des marque-pages magnétiques. Voilà, j'ai pris le paquet de 3 avec derrière, bah, vous savez les explications des tableaux. Donc les Nymphéas effet du soir, Nymphéas éponge japonais et Nymphéas. Voilà. Donc, truc. Ils sont vraiment très beaux, celui-là est magnifique. Et donc voilà, ça se clip comme ça. J'ai mis trop de pages. Voilà, comme ça. Enfin, vous connaissez le principe. Bref, en fait, je voulais à la base un marque-page classique, mais il n'y avait pas. Et il y avait un marque-page loupe. Je trouvais ça pas très élégant. Et du coup, bah, j'ai pris ce trio-là. Je vais peut-être en offrir. Je vais peut-être pas garder les 3, je sais pas. Je vais peut-être en offrir à ma mère, je sais rien. Ou à ma tante, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est ce que je me suis ramenée de notre petite échappée au musée. Malheureusement en Andorre je n'ai rien acheté puisqu'il y avait quasiment que des livres en espagnol ou en catalan. Je ne parle pas encore couramment ni l'espagnol ni le catalan. Mais oui, j'ai fait un petit tour en librairie à la Fnac. Voilà, parce qu'en fait il y avait une librairie, elle était trop loin de là où j'étais. Et surtout je crois qu'elle était fermée, enfin bref, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Donc j'ai rien acheté en Andorre au niveau livre, j'ai acheté des fringues, voilà. C'est le paradis de Inditex là-bas, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Inditex c'est le groupe qui a Zara, Mango, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti et qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Bref, c'est un groupe textile assez énorme et je suis une grande fan de Mango notamment, donc je me suis acheté des fringues. Voilà, parce qu'en plus d'avoir des prix espagnols, vous avez la détaxe en Andorre, donc je n'ai pas acheté de livre. Voilà, donc bref, ensuite on a fait ça. Et puis quand je suis rentrée en France, j'ai avancé et terminé ma lecture du Passeur de livres que j'avais commencé juste avant de partir sur un coup de tête. Donc de Kirsten N aux éditions XO. Et j'ai terminé cette histoire, c'était beaucoup trop mignon. C'est une très jolie histoire. On va suivre Karl, un vieux monsieur donc qui a plus de 70 ans, qui est un ancien libraire qui n'arrive pas à décrocher, qui n'arrive pas à prendre sa retraite. Et il travaille dans la librairie historique où il a toujours travaillé pour la fille de son ancien patron. Et en fait son métier dans la librairie c'est de faire les livraisons de livres. Donc en fait vous avez quelques clients dans la ville qui commandent par téléphone à la librairie des ouvrages et lui il les emballe à la librairie, il les commande etc. Et il va leur amener à pied ses livres et donc il a tout un rituel d'emballage, il a son petit sac à dos bien usé où il met tous ses livres dedans et ensuite il fait sa tournée et donc il va voir ces gens au fur et à mesure. Il a toujours le même circuit, il va toujours voir la même personne en premier, etc. etc. Et en fait, il invente un petit peu des vies à ces gens, notamment un monsieur qui vit seul dans un grand manoir très élégant, il l'appelle Monsieur Darcy, en référence à Orgueil et Préjugés. Enfin bref, il y a plein de références littéraires dans ce roman. Et puis un jour, Karl va rencontrer une petite fille et sa vie va changer. Voilà, donc je vous en dis pas plus, c'est très très mignon, c'est une ode à l'amitié, c'est une ode à l'amour du livre, à la douceur. J'ai été très touchée, j'ai été très émue. C'est juste doux, c'est juste beau, c'est tout tendre et c'est tout ce qu'on aime, voilà. Une histoire de rencontre intergénérationnelle, une histoire de passion du livre. Des âmes blessées qui cachent beaucoup de choses, enfin voilà, il y a de belles rencontres, il y a des beaux personnages, c'est un livre traduit de l'allemand et c'est très très joli. Donc je vous le recommande vraiment. Alors je sais que c'est un livre qui coûte quand même 18 € en grand format, il est court, il est écrit gros,
Donc c'est peut-être pas rentable, mais peut-être d'occasion vous pouvez le trouver comme moi je l'avais trouvé chez Gibert. Il n'est pas encore sorti en poche. Donc voilà, mais je vous le recommande sincèrement. C'était très très mignonne histoire. Voilà, donc du coup après j'ai terminé ça. Ensuite j'ai voulu reprendre, donc, enfin reprendre, recommencer, parce que quand j'étais en Andorre j'avais sur ma liseuse les affinités sélectives que j'avais de J. Courtney Sullivan, que je devais lire avec Flo. Je parle au passé parce que je ne l'ai pas lu. Je devais le lire avec Florence, donc je l'avais mis sur ma liseuse et tout, j'étais grave préparée. En Andorre, j'ai lu 3 fois le même chapitre, enfin les mêmes 15-20 premières pages, parce que j'arrivais pas du tout ni à me concentrer, ni à accrocher l'histoire. Et donc arrive en France et je recommence, voilà, jusqu'au chapitre 2, donc il y a 22 pages. Faut vous dire, le chapitre 1, je recommence le chapitre 1 et en fait... je rentre toujours pas dedans, je ne sais toujours pas de quoi parle le premier chapitre. Donc au bout de la 4e fois, je commençais à me désespérer. Et donc je demande à Flo son avis. Et son avis n'étant pas franchement positif, je me suis dit écoute, en fait je vais laisser tomber. Donc c'est mon 2e abandon du mois. Le premier étant Frida, que j'avais quand même un peu plus lu. Hein. J'avais lu 160 pages. Là j'en ai lu 20 et je suis désolée, mais soit c'est pas le bon timing, soit c'est pas pour moi. Mais du coup j'abandonne les affinités sélectives. Next, je passe à autre chose. Et voilà, je le sors pas complètement de ma bibliothèque, je le mets un peu de côté. Et peut-être qu'un jour je reviendrai dessus. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, je ferai un tri de ma bibliothèque et je me dirai non en fait, j'ai plus envie de retourner dessus. Donc je vais le mettre de côté pour l'instant. Du coup j'ai commencé une autre lecture. Une valeur sûre, j'ai pris le tome 8 des enquêtes d'Anna Svensson, Meurtre et tarte au citron vert, de Joanne Fluck. Donc comme vous savez, cette saga Cozy Mystery fait partie de mes sagas préférées, de mon top 5 de mes sagas chouchou. C'est publié au Cherche-Midi. Et là c'est un tome 8, donc évidemment je ne vous raconte absolument pas l'histoire, mais ensuite toujours les mêmes personnages, à savoir Anna Svensson, notre pâtissière préférée. On va avoir son chat Moche qui est très présent dans ce livre. On va avoir Mike, on va avoir Norman, on va avoir Andrea, on va avoir la mère. On a tous ces personnages qu'on adore qui gravitent autour d'Anna depuis le début. La particularité de ce tome-là, c'est que ça se passe en été et c'est pendant une foire estivale qui vient s'installer à Eden Lake. Et il va se passer des choses, bien sûr, dans cette foire, notamment des concours de pâtisserie, des dégustations, ce genre de trucs. Et donc c'était vraiment très très bien parce que du coup je l'ai lu en une journée presque. Enfin j'ai juste terminé les 50 dernières pages ce matin. Mais je l'ai dévoré vraiment clairement. Hier, j'ai lu 360 pages, un truc comme ça. Enfin, vraiment, je l'ai adoré. Adoré. C'est comme d'habitude, c'est du Anna Svensson. Tu sais où tu mets les pieds. C'est doux, c'est fluide, c'est sympa, c'est dynamique, c'est drôle. L'enquête était bien. Enfin, ouais, je peux que vous recommander cette saga si vous ne la connaissez pas. En plus, les 2 premiers tomes sont déjà parus chez les éditions Point, donc en livre de poche. Et voilà. Et moi j'adore cette saga. Donc du coup pour mon challenge, je coche une nouvelle case qui est avancer ou finir une saga, puisque du coup avec ce tome 8, je peux cocher cette case. Voilà. Donc il me restera 2 cases à cocher pour mon challenge. Lire un livre qui se passe en bord de mer et lire un polar nordique. Et du coup j'ai commencé aujourd'hui. Je vous parle de tout maintenant, c'est pas grave, je sais pas encore ce que je vous dirai dans le prochain carnet de bord, mais je parlerai d'autre chose. Du coup j'ai commencé ce matin L'île au secret de Ragnar Jonasson aux éditions de La Martinière. C'est pas du tout une nouveauté, ça fait très longtemps que c'est sorti, c'est la trilogie de la Dame de Reykjavik. Ça c'est le tome 2, du coup le tome 1 étant la Dame de Reykjavik, le tome 2 L'île au secret et le tome 3 c'est... je me rappelle plus. Je me rappelle déjà plus. Je l'ai en plus. Bon bref, ça c'est le tome 2, donc c'est peut-être pas marqué dedans, je te dirais. Donc c'est déjà sorti en poche, enfin c'est pas du tout nouveau, c'est paru, je sais pas, en 2019, voilà. C'est paru en 2019 en France, en 2016 en Islande, et donc j'en suis au tout début, donc en fait j'ai lu 40 pages, 30 pages, voilà. Je suis vraiment au tout début, j'ai commencé ce matin. Je vais lire un petit peu là maintenant, avant d'aller à l'aéroport chercher mon beau-frère. Et un petit peu ce soir, et puis voilà, c'est la lecture qui va m'accompagner en cette fin de semaine. Et je n'ai plus rien à ma gauche, donc je crois que je vous ai parlé de tout.
tout et de tout ça. Voilà, bah du coup, je vous parlerai mieux de l'île au secret dans le prochain carnet de bord puisque du coup je l'ai pas... Faut que je me remette dedans. Et en fait, ici dans ce tome 2, je crois qu'on retourne dans le passé. Parce que dans le tome 1, la Dame de Reykjavik, c'était de nos jours. Et là, on est retourné 15 ans auparavant. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'avais bien envie de continuer cette trilogie avant de commencer autre chose de Ragnar Jonasson, sachant que j'avais déjà les 3. J'ai longtemps hésité à lire Elma de Eva Björk et Iris puisque j'avais déjà commencé sur Next Story Elma, pardon, le tome 1. Mais en fait, je sais pas, j'ai vu celui-là dans ma bibliothèque et je me suis dit tiens, ça faisait longtemps, peut-être que ce serait pas mal de le sortir. Il fait 340 pages. Donc voilà, ça peut se lire assez facilement. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce carnet de bord. Je suis désolée, c'est un peu décousu, mais j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, un très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis ciao!